Bonjour aux premiers participants qui nous rejoignent. On va attendre quelques minutes le temps de laisser tout le monde se joindre à nous ce matin. Puis nous commencerons environ vers 10h05. Merci de votre patience. Alors bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On va encore se laisser un petit 2 minutes pour donner la chance à tout le monde de se joindre au webinaire. Puis on commencera autour de 10h05 la présentation. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, on va pouvoir commencer la présentation. Donc, bonjour et bienvenue à ce webinaire présenté par Propulsion Québec. Donc, Propulsion Québec, pour ceux qui n'ont pas la chance de nous connaître, nous sommes la grappe industrielle des transports électriques et intelligents. Donc, aujourd'hui, si on peut voir la page numéro 2, donc nous avons la chance d'avoir une présentation par Mathieu Lucier, président directeur général d'Optimec, sur la virtualisation de l'ingénierie et comment rendre vos processus d'innovation plus efficaces et résilients. Donc, cette présentation, en fait, va se dérouler donc par webinaire. L'ensemble de vos caméras et de vos micros sont désactivés.
afin de favoriser une présentation efficace et fluide. Par contre, on vous invite à tout moment pendant la présentation à poser vos questions en direct sur la plateforme de clavardage qui est accessible sur la plateforme Zoom. Donc, normalement, en bas de votre écran, vous avez un menu qui s'appelle Q&A ou Q&A en fonction de la langue. Et dans ce menu-là, vous pouvez poser vos questions. Nous allons conserver toutes les questions pour la fin de la présentation de Mathieu. Donc, on s'assurera de faire un suivi à l'ensemble des questions à la fin. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas une réponse tout de suite à vos questions. Mais on vous encourage fortement à poser toutes vos questions. L'objectif, c'est d'avoir une discussion dynamique et constructive avec l'ensemble des participants. Donc maintenant, Mathieu, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Victor. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en santé principalement. Donc, ça, je vais partir ma vidéo. Parfait. Donc, encore une fois, merci Victor, merci à toute l'équipe de Propulsion Québec d'avoir organisé ce webinaire. Donc, je vais démarrer la présentation en vous montrant un petit vidéo qui suit. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. J'espère que vous avez bien pu voir la vidéo, en fait. Un changement important dans la méthode des arrêts aux pluies, c'est assez impressionnant. Donc, on est passé de 67 secondes il y a quelques années à moins de 2 secondes maintenant pour changer 4 pneus. Donc, comment est-ce possible d'améliorer la méthode de arrêt aux pluies comme ça? Évidemment, c'est par l'innovation. Donc, on sait que la course automobile, l'industrie de la Formule 1 met énormément en valeur l'innovation, en fait. Et puis, on pense qu'aujourd'hui, l'innovation est vraiment importante pour les entreprises pour se démarquer de la concurrence et pour être beaucoup plus résilient dans les périodes comme aujourd'hui, en fait, au niveau du développement des produits. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, on va parler d'innovation, mais plus précisément, on va parler de l'utilisation de la virtualisation en ingénierie dans les processus de développement de produits. Donc, ce qu'on entend par virtualisation, c'est vraiment la modification de nos processus internes en développement de produits et l'adoption des meilleurs outils logiciels qui existent aujourd'hui pour développer et valider des nouveaux produits de façon virtuelle. Donc, je vais dire quelques mots sur l'entreprise Optimec. Dans le fond, chez nous, donc, nous utilisons notre expertise interne et les meilleures technologies logicielles justement pour aider les entreprises à virtualiser leurs processus et donc améliorer leur processus de développement de produits, tant au niveau de la recherche et développement jusqu'au niveau de la fabrication pour valider des processus de fabrication. Nous sommes aussi partenaires revendeurs de quelques éditeurs de logiciels, dont Dassault Systèmes et MSC Software. Nous revendons aussi les solutions logicielles de Dell. Donc, pour ces partenaires-là, nous faisons la revente de logiciels, nous faisons aussi tout ce qui est formation et support technique. Et finalement, notre approche avec les clients est vraiment une approche consultative. Donc, nous avons une méthode assez flexible avec les clients pour faire soit des plus petits projets en recherche et développement ou même faire jusqu'à des implémentations de solutions numériques chez des clients de façon plus complète. Donc maintenant, si on revient à notre exemple des arrêts au puits de Formule 1, qu'est-ce qui a changé vraiment dans cette méthode-là pour avoir des gains de performance si importants? Donc, ce qu'on remarque, c'est que premièrement, le processus a été adapté. Donc, évidemment, la méthode a été changée. Il y a beaucoup plus de gens qui maintenant participent à l'arrêt au puits. La séquence des événements a été modifiée. Donc, ça, c'est vraiment un aspect que le processus a été modifié en soi. Évidemment, ils utilisent des outils technologiques modernes. Donc, par exemple, les outils pour visser, dévisser
les roues en des fractions de seconde. Donc, ça prend ça. Et aussi, ça prend de l'expertise. Donc, les ressources ont été entraînées spécifiquement pour des tâches. Et c'est ce qui a fait que, en améliorant à la fois le processus, les outils technologiques et les ressources, ils ont réussi, dans le fond, à faire le changement et le gain de performance important. Et c'est un peu le parallèle qu'on utilise, dans le fond, dans le cas de la virtualisation. Donc, dans le fond, quand on assiste les clients qui veulent faire de la virtualisation et améliorer leur processus de développement de produits, notre approche est vraiment de regarder au niveau à la fois des processus et des outils technologiques et de l'expertise. Donc, c'est pas suffisant juste d'acheter un logiciel, par exemple, pour avoir des gains de performance importants. Donc, cette méthode-là de People Process Technology, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. En fait, c'est une méthode qui est reconnue depuis les années 60. Ça a été développé par un chercheur américain et c'est une méthode qui est appliquée beaucoup dans la gestion du changement. Donc, nous, c'est ce qu'on utilise avec nos clients pour le projet de virtualisation et vous allez voir à travers les exemples qu'on va montrer aujourd'hui que la plupart du temps, dans le fond, le processus, les technologies et l'expertise est mis en contribution pour avoir un changement efficace. Au centre de ce processus-là, nous avons ajouté l'aspect des données parce que dans le cadre des projets d'ingénierie, développement de produits, il y a beaucoup de données riches qui sont générées, des modèles, des simulations. Donc, c'est important aussi que les données soient accessibles et de bonne qualité pour tout le monde afin de s'assurer que, dans le fond, le processus est amélioré de façon efficace. Maintenant, un des aspects de la virtualisation qui a beaucoup évolué au cours des dernières années et qui est maintenant assez mature, c'est l'aspect des prototypages virtuels. Donc, la réalisation de tests de performance de façon virtuelle, donc numérique, plutôt que de faire des tests sur des prototypes physiques. On appelle ça aussi la simulation d'ingénierie. Donc, pour vous donner un exemple du niveau de simulation qui existe aujourd'hui, j'ai voulu prendre l'exemple de Honda, en fait, qui ont fait une présentation en 2014 au sujet de leur processus de développement de produits et comment ils ont utilisé la virtualisation pour accélérer leur processus. Donc, ce que vous voyez à l'écran, dans la partie du haut, c'est le processus traditionnel qu'ils utilisaient pour faire le développement de leur véhicule. Donc, vous voyez qu'à gauche, le processus démarrait avec des modèles en argile, en fait, qui étaient sculptés. Ensuite, le modèle en argile était scanné pour importer ça dans un modèle de géométrie 3D pour faire les modèles 3D, les designs. Et dans le centre du processus, on voit là, que les gens d'Honda faisaient un peu de prototypage virtuel. Donc, ils faisaient ce qu'on appelle du Computer Assisted Engineering, donc des prototypages virtuels, pour faire des validations. Et ensuite, ils fabriquaient des véhicules prototypes pour faire les tests durant le design. Et là, dans le fond, ils utilisaient les véhicules prototypes pour faire tous les tests et valider les designs. Et une fois que le design était final, ils pouvaient passer à la fabrication des véhicules de prototypes pour la réalisation des tests de certification. Maintenant, M. de Hoff de Honda, il mentionne durant la conférence que le coût d'un seul véhicule de prototype est entre 500 000 et 1 million de dollars. Donc, vous convenez, c'est excessivement cher de fabriquer un prototype, évidemment parce que ce n'est pas fabriqué à la chaîne, mais c'est fabriqué un peu à la pièce. Donc, la question que j'ai goût de vous poser, et on voudrait que vous participiez en répondant à la question du pose, combien pensez-vous de voitures prototypes étaient fabriquées dans le processus traditionnel de développement d'un nouveau véhicule pour Honda? Donc, si vous voulez participer et répondre à la question, ça serait intéressant de voir ce que les gens pensent. Je ne sais pas si vous voyez les résultats comme moi. Moi, je les vois à l'écran, en fait. Donc, c'est assez partagé. Il y a 35% des gens qui pensent que c'est 60 et plus, 30% qui pensent que c'est environ 40. Donc, la réponse, 35% des gens qui ont raison, en fait, c'est 60 véhicules et plus, comme vous voyez ici à l'écran. Donc, vous pouvez vous imaginer
les frais que ça coûte et le temps que ça prend à fabriquer tous ces véhicules-là, évidemment, ça ralentit passablement le processus de développement de produits. Dans la partie inférieure de la présentation, vous voyez le nouveau processus de développement de produits, dans le fond, qui met en emphase beaucoup l'aspect de prototypage virtuel. Donc, la partie centrale où Honda fabriquait les véhicules prototypes a complètement été remplacée par un processus de développement et de tests virtuels. Donc, on voit qu'il y a des boucles qui sont créées entre le design et les tests virtuels jusqu'à ce que le véhicule satisfasse les critères de performance. Et à ce moment-là, ils peuvent déjà, fabriquer les véhicules de production pour aller faire les tests de certification. Donc, les prototypes virtuels, les prototypes physiques sont complètement annulés. Et la phrase qui est importante dans cette présentation-là, c'est ce qui est écrit en bas de la boîte ici, où ils disent que le succès vraiment de cette transformation-là est beaucoup basé sur la confiance qu'ils ont de la précision des simulations ou des tests virtuels. Et ça, c'est important parce que ça met l'emphase sur l'importance d'investir sur des solutions de simulation qui sont suffisamment performantes pour que nos simulations soient le plus réalistes possible. Et aussi d'investir dans l'expertise des gens qui font les simulations. Donc, ça vaut la peine. Plus les simulations sont réalistes, plus on peut remplacer les prototypes physiques, dans le fond, et accélérer le processus de développement de produits. Donc, pour terminer cet exemple-là de Honda, je voulais vous partager la vidéo où M. Dehoff présente la comparaison entre un test d'impact physique et d'un test d'impact virtuel. Donc, vous allez voir, à gauche sur l'écran, ça va être la vidéo du test d'impact physique et à droite, le même test mais fait de façon virtuelle. Et c'est pour vous donner une appréciation du niveau, en fait, de précision et de réalisme des simulations aujourd'hui, bien que ça a été fait en 2014, en fait. Donc, ça fait déjà 5-6 ans. Je vous fais jouer la vidéo. So this next video is going to show you the comparison of actual on the left, reels on the right, sorry, reels on the left, actually, models on the right. You notice the same three guys will be watching both the model at the top. So it's kind of cool. You can put it in a real setting. You can use the real background of the lab. We'll use our test lab to put in the background when we run our models. So that's what it looks like. Donc, je pense que c'est assez impressionnant. Vous êtes d'accord avec moi. Donc, si on compare les images, les simulations virtuelles à droite sont très, très réalistes et ça aide énormément pour les managers d'entreprise de prendre des décisions d'ingénierie avec des simulations comme ça. Donc, maintenant, les simulations ont atteint un niveau de façon assez impressionnante. Si on met le temps et l'effort d'utiliser les bons outils avec l'expertise, on peut réaliser des choses incroyables. Donc, cet exemple-là me sert vraiment à vous montrer c'est quoi les bénéfices, en fait, reliés à l'utilisation du prototype virtuel, dans le fond, pour faire les tests de validation. Donc, évidemment, vous comprenez qu'il y a des réductions de coûts importants avec l'exemple des véhicules de prototype de Honda qui ont été complètement annulés. Il y a aussi une accélération du temps de développement évident. Et puis, habituellement, les produits qui sont développés avec le prototypage virtuel vont être de meilleure qualité parce qu'on va pouvoir réaliser beaucoup plus de validation de façon virtuelle qu'on ferait avec des prototypes physiques, dans le fond. Et à ce moment-là, évidemment, c'est un avantage concurrentiel important parce que si vous réussissez à fabriquer des produits de meilleure qualité plus rapidement avec des coûts plus faibles, évidemment, ça vous positionne très bien dans le marché. Il y a d'autres avantages aussi, comme dans le fond, ça vous permet d'apprendre beaucoup plus de choses sur votre produit que vous validez parce que vous pouvez entrer dans les modèles et voir beaucoup plus les détails de ce qui se passe au niveau de la simulation. Et vous pouvez aussi, évidemment, avoir un impact environnemental positif, surtout dans le domaine des véhicules où, habituellement, l'optimisation par prototype virtuel fait que les produits sont plus légers, dans le fond, et donc ont un impact important sur l'environnement. Maintenant, il y a eu un sondage qui a été fait en 2020 par l'entreprise Aberdeen Research qui évaluait en fait le niveau d'utilisation du prototypage virtuel dans les entreprises. Et vous pouvez voir dans le graphique de droite que les entreprises qui performent le mieux dans leurs industries utilisent significativement plus de simulations que ceux qui performent un petit peu moins bien. Et puis, vous pouvez voir dans le bas à gauche de
du résumé, là, faster, cheaper, better, c'est vraiment une référence aux bénéfices qu'on vient de mentionner au niveau du prototypage virtuel. Là, vous pouvez penser que c'est peut-être juste les entreprises qui sont de grande taille comme Honda qui peuvent se permettre de faire des simulations comme ça, mais ce n'est pas vraiment le cas. Dans le fond, Aberdeen ont fait d'autres recherches et sondages et au niveau des petites et moyennes entreprises, ils ont vu que dans le fond, si on regarde des critères de performance typiques comme les temps de décision, des marges d'opération, des temps de fabrication, dans le fond, les entreprises qui utilisent la simulation, le prototypage virtuel, ils obtiennent en fait des résultats 10% plus élevés pour ces critères de performance-là que les entreprises qui ne font pas de simulation. Et aussi en regardant d'autres critères de performance comme le pourcentage de produits qui est lancé à temps ou des retours sur l'investissement des nouveaux produits, en fait. Et bien, dans chacun des cas, le fait d'utiliser de la simulation et des prototypages virtuels améliore ces résultats-là. Donc, c'est des impacts positifs pour les petites et moyennes entreprises aussi. Et ce qu'on note aussi, c'est que tout ce qui est prototypage virtuel est en croissance et ça devient de plus en plus accessible aussi pour les entreprises à utiliser. Donc, aujourd'hui, on peut poursuivre la tendance qui fait que les produits sont de plus en plus complexes. Donc, aujourd'hui, on a de l'électronique dans presque tout ce qui est mécanique. Donc, les physiques se mélangent maintenant et aujourd'hui, il est possible de faire des simulations en considérant toutes ces physiques-là de façon à avoir des modèles de simulation qui sont réalistes. Donc, on est capable de tenir compte de tout ce qui est structure, comme on vient de voir avec l'exemple d'Honda, mais aussi l'aspect thermique, l'aspect électromagnétique. Donc, tout ça, on peut tout mélanger ça ensemble et obtenir des modèles virtuels qui sont encore plus réalistes qu'avant. De plus, en fait, on pense qu'au niveau de l'expertise, là, je pense que c'est de plus en plus accessible. L'expertise est plus nombreuse, les connaissances sont meilleures, et puis je pense que ça, on peut miser là-dessus pour faire plus de simulations. Je pense qu'on tient à mentionner qu'effectivement, chez Optimec, l'expertise, elle est bonne et elle est présente. Et puis, l'autre point, c'est au niveau des logiciels de simulation, au niveau des ordinateurs aussi. La performance augmente d'année en année, mais le coût reste le même ou même pourrait même diminuer. Donc, aujourd'hui, c'est possible d'investir. Pour le même argent, c'est possible d'obtenir des logiciels plus performants avec des ordinateurs plus performants que ce qu'on pouvait faire il y a quelques années. Donc, ça facilite l'accessibilité pour les entreprises à utiliser ces technologies-là. Et il y a aussi, évidemment, l'avenue du cloud qui est assez récent, qui est en développement dans la technologie des simulations et ça rend, en fait, beaucoup plus flexible l'accès aux technologies de simulation de façon partielle, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui aussi vient changer un peu le portrait et qui augmente l'accessibilité des prototypes virtuels, en fait, pour les entreprises. Maintenant, je voudrais vous présenter deux exemples qui sont un peu plus simples et plus petits que l'exemple d'impact de Honda, mais qui fait ressortir des avantages un peu différents au niveau du prototypage virtuel. Donc, dans le fond, ce premier exemple-là, c'est une charnière de capot de camion, comme vous voyez à gauche. La géométrie originale est celle qui est en haut à droite, en noir, et la géométrie qui a été optimisée est celle en haut à gauche, dans le fond, celle-ci. Ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que le processus a aussi beaucoup été modifié. Donc, on a parlé au début de processus, expertise et technologie. Dans le fond, dans ce cas-ci, on a vraiment modifié le processus et on a utilisé les technologies d'optimisation pour créer ces géométries-là optimisées. Donc, plutôt que de faire un processus traditionnel, d'avoir un design qui est généré, qui est envoyé à une personne qui fait de l'analyse pour vérifier l'analyse et d'aller avant-arrière, dans ce processus-là pour obtenir un design qui respecte les critères de performance. On a complètement cassé ce processus-là et on a plutôt utilisé un algorithme d'optimisation topologique pour générer la géométrie par, en fait, l'algorithme. Donc, on a démarré avec une géométrie, tout simplement, des critères de performance, des cas de chargement, et l'ordinateur, par itération, a généré la géométrie, en fait, qui permettait d'utiliser la matière le plus optimale possible et a créé cette géométrie-là. Donc, qui est une géométrie assez complexe, mais qui est très optimisée. Donc, il y avait 50% de gain de poids sur la pièce. Et je pense que c'est assez difficile pour un ingénieur d'arriver avec une géométrie comme ça par lui-même. Donc, on a vraiment changé le processus et utilisé un outil complètement différent pour couper le temps. L'avantage, c'est que c'est très rapide. Donc, c'est
plutôt qu'avoir un ingénieur qui fait le travail, c'est un ordinateur qui fait la proposition de géométrie. L'autre chose intéressante sur cet exemple-là, c'est que cette pièce-là était fabriquée par la méthode de fabrication additive, donc ce qu'on appelle l'impression 3D de pièces en métal. Et aussi, pour la fabrication, des méthodes de simulation ont été utilisées pour valider la fabrication, en fait. Et on sait que pour ce procédé-là, la distorsion est un peu un défi. Donc, les pièces ne sortent pas toujours dans les tolérances. Donc, ce qui a été fait, c'est que la fabrication, donc l'impression 3D, a été simulée et on a pu évaluer et corriger les problèmes de distorsion en compensant la géométrie, de sorte que la première fois qu'on a imprimé la pièce, elle respectait complètement les critères de tolérancement de dimension. Donc, il n'y a vraiment pas eu de prototype qui a été fabriqué. La première pièce qui a été fabriquée était bonne pour être utilisée en production. Donc, pour cet exemple-là, à la fois au niveau du design, à la fois au niveau de la fabrication, on a utilisé des techniques de prototypage virtuel pour valider tout de façon virtuelle sans fabriquer rien. Donc, la méthode qui est utilisée là, pour le design de la pièce en haut, c'est reconnu aujourd'hui sous le nom de Generative Design et c'est une nouvelle tendance avec l'utilisation des outils d'algorithmes de topologie de créer des nouveaux designs comme ça de façon rapide. Le deuxième exemple, c'est aussi un exemple, une géométrie assez simple. En fait, c'est un tripode en fait qui tient deux miroirs. C'est un instrument en fait optique qui va sur un satellite. Et on avait une géométrie dans le fond qui était trop flexible. Donc, il fallait redesigner les trois pattes en fait. Et c'était trop flexible et il fallait minimiser l'obstruction sur le miroir du bas. Donc, si vous regardez en haut à gauche, vous avez la vue du dessus et vous voyez dans le fond l'espèce de champ de vue du miroir du bas et les trois pattes créent de l'obstruction qui fait dégrader un peu les performances de l'appareil. Donc, l'idée, c'était de comment peut-on redesigner les trois pattes pour que ça soit plus rigide, mais aussi que ça soit le plus mince possible pour réduire l'obstruction, dans le fond, et que ça soit le plus léger possible parce que c'est un équipement de satellite. Donc, on aurait pu encore une fois faire la méthode traditionnelle de faire un design, puis après ça, aller faire une validation et faire les allers-retours pour trouver un design qui fonctionne. Mais à la place, on a encore une fois décidé de casser un peu le processus et de faire un processus automatique en utilisant les outils logiciels. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a pris une journée pour, dans le fond, programmer ou paramétriser la géométrie dans l'outil logiciel afin de donner une intelligence au niveau de la construction géométrique. Donc, on a pris plusieurs paramètres géométriques comme, par exemple, la profondeur, l'épaisseur, la région du centre, la même chose pour la région du bas, la hauteur aussi, la région en haut aussi, épaisseur, hauteur, largeur, puis la hauteur du miroir. Donc, on a tout paramétrisé ça dans le logiciel de géométrie, puis on a développé une routine d'optimisation, en fait, qui, de façon automatique, modifiait la géométrie, faisait la vérification de la rigidité, faisait la vérification de l'obstruction, et dans le fond, avec un algorithme d'optimisation, roulait en boucle comme ça afin qu'on converge vers une solution qui fonctionnait. Donc, l'intérêt dans cette méthode-là, dans le fond, c'est que, bon, évidemment, on a trouvé une géométrie qui était optimisée, qui respectait tous les critères de performance et qui était plus légère et aussi qui minimisait le gain de l'obstruction. Mais ce qui est intéressant, c'est en changeant le processus, dans le fond, on a vraiment, comme j'ai dit tantôt, passé une journée à programmer ça. Et après ça, la fin de semaine est arrivée, les ingénieurs sont partis chez eux et l'algorithme, durant la fin de semaine, a roulé en boucle et a vraiment généré 300 différentes configurations avec tous les résultats d'analyse. Et le lundi matin, les ingénieurs reviennent au travail. Dans le fond, ils ont 300 designs qui ont été faits pendant la fin de semaine avec une convergence vers une optimisation. Puis c'est facile d'identifier quel est le meilleur design, dans le fond. Donc, ça met vraiment en évidence les gains de temps qu'on peut faire et aussi, on obtient une solution qui respecte 100% les critères qu'on voulait. Donc, c'est un autre exemple de modifier le processus, utiliser les technologies de virtualisation pour vraiment tirer profit de ça et d'améliorer notre efficacité quand on veut designer des nouveaux produits. Maintenant, l'aspect prototypage virtuel, donc nous, c'est dans notre ADN, c'est connu, c'est assez mature, comme j'ai dit déjà auparavant, mais c'est juste un seul aspect qui est impliqué dans le développement d'un nouveau produit. Il y a beaucoup d'autres fonctions qui doivent rentrer en ligne de compte, en fait, pour mener à bien un projet de développement de produit. Donc, il y a la gestion des géométries des designs, par exemple, fabriquer les gammes de fabrication, la gestion des processus, gestion des requis,
gestion du changement. Donc, toutes ces autres fonctions-là, habituellement, fonctionnent en silo aujourd'hui dans nos développements de produits. Même le prototypage virtuel aujourd'hui fonctionne beaucoup en silo. Et ce que ça crée, ça, c'est qu'il y a énormément d'échanges d'informations qui se fait. Donc, le prototypage virtuel, comme j'ai dit, c'est une super bonne méthode pour utiliser, pour faire de la virtualisation, mais on peut aller plus loin, dans le fond. Et si on veut minimiser ces échanges d'informations-là, qui est un peu un fouillis, parce que, évidemment, quand les informations passent de gauche à droite comme ça, la qualité des informations est réduite un petit peu. Évidemment, quand l'information est partout comme ça, on dit souvent l'information est donc nulle part, c'est pas vraiment bien contrôlé. Et puis souvent, la qualité de l'information est moins bonne. Donc, comme on prend des décisions d'ingénierie sur la qualité de l'information, ça a un impact. Donc, nous, pour essayer de briser les silos et optimiser, virtualiser encore plus le processus de développement de produits, dans le fond, nous, notre approche qui est recommandée, c'est plus essayer de connecter tout ça ensemble sur une plateforme, dans le fond. Et pour éviter d'avoir des échanges d'informations partout, à gauche, à droite, l'idée, c'est plutôt d'utiliser une plateforme qui permet d'avoir les données à jour au centre de la plateforme et de toutes les fonctions qu'on a parlé tantôt, plutôt que de s'échanger de l'information, ils se connectent sur la plateforme et ils vont consulter l'information qui est toujours à jour et qui est partagée avec les gens. Et le parallèle que je voudrais faire avec ça, en fait, c'est un peu pour les outils d'édition de texte, par exemple les Word, aujourd'hui, dans le fond, on utilise, par exemple, des Google Docs ou Office 365. Donc, quand moi j'ai fait mes études, on travaillait à plusieurs sur un projet, on devait éditer des documents en Word. Donc, chacun faisait une version, on s'échangeait des versions entre nous. Il y avait quelqu'un qui devait rapiécer ça à la fin pour faire une version finale. C'était un peu le fouillis. Tandis qu'aujourd'hui, ça a évolué. Il y a des plateformes comme Google Docs où c'est une plateforme dans le cloud. L'information elle reste à la même place dans le cloud et les gens se connectent sur la plateforme et ils vont aller consulter le document. Plusieurs personnes peuvent modifier le document en même temps. Il y a la suivi des versions du document qui est faite. Donc, ça simplifie beaucoup le travail. L'information elle reste à une place. Donc, de façon statique dans le sens qu'elle ne bouge pas, mais elle est dynamique aussi dans le sens qu'elle suit les modifications et elle permet la collaboration. C'est la même chose qu'on veut parler ici quand on parle d'une plateforme pour le développement de produits, une plateforme digitale, c'est de mettre toutes les fonctions du développement de produits sur une plateforme et de consulter les informations à jour plutôt que de s'envoyer des informations de gauche à droite. Et dans le fond, ce que c'est une plateforme digitale qui permet de faire l'ingénierie connectée comme ça, vraiment, c'est que c'est une solution logicielle sur laquelle il y a plusieurs applications. Et des applications qui vont permettre, par exemple, de créer puis de gérer du contenu d'ingénierie. Donc, créer des géométries 3D, des géométries CAD, créer des modèles de simulation, créer des publications techniques, créer les gammes de fabrication. Donc, des applications qui vont nous permettre, à l'intérieur même de la plateforme, de créer sur place l'information. Ça va nous permettre aussi d'exécuter et de gérer des processus, donc faire la gestion de changement, la gestion de configuration, donc à même la plateforme. Et évidemment, l'information devient complètement gérée, c'est structuré sur une base de données qui est unifiée et à ce moment-là, on s'éloigne de la gestion de fichiers et du transfert d'informations. Et cette base de données-là, en fait, qui est structurée, elle peut être soit sur des serveurs chez les clients ou même dans le cloud pour être encore plus flexible et pour faire un parallèle plus proche encore avec les Google Docs que j'ai dit tantôt. Donc, la différence, c'est que pour des projets d'ingénierie, le contenu qu'on doit créer est beaucoup plus riche. Donc, on doit créer des modèles 3D, tout ça. Donc, ça prend des applications beaucoup plus riches, mais on peut le faire sur une plateforme digitale, ça existe et ça permet d'accélérer beaucoup le développement des produits. Donc, évidemment, vous voyez que si je rappelle le concept de People Process Technology, si on veut implémenter une plateforme digitale comme ça et améliorer nos processus de développement de produits, on va devoir toucher évidemment à l'expertise des gens, au processus qui doit être revu et donc la technologie qui est la plateforme en soi qui vient bonifier le processus dans le fond. Donc, les avantages, dans le fond, de passer avec une plateforme unifiée comme ça, évidemment, le but, c'est de passer de l'ingénierie en silo plutôt avec une ingénierie connectée. Aujourd'hui, le fait que les gens travaillent à distance, c'est encore plus pertinent. Donc, on veut vraiment faire de la collaboration à distance. Mais à ce moment-là, d'avoir une plateforme comme ça, avec une base de données unifiée au centre, ça permet évidemment d'améliorer la qualité et l'accessibilité de l'information. Ça permet d'accélérer le temps de développement
et ça réduit les activités à non-valeur ajoutée, comme les réunions de mise à jour de où sommes-nous rendus sur tel statut, tel document, tel changement. En fond, si les gens poussent l'information en temps réel dans la plateforme, il s'agit pour les gens d'aller consulter l'état et l'information est toujours à jour. La traçabilité est assurée, évidemment. Ça favorise la collaboration et puis même les clients, les fournisseurs peuvent se connecter sur une plateforme comme ça et contribuer à l'information, dans le fond. Ça réduit les coûts de développement et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment capter et analyser beaucoup le processus qu'on fait. Donc, une fois qu'on digitalise notre processus de développement de produits, on digitalise même la gestion de changement, la gestion de projet, les gammes de fabrication, bien, à ce moment-là, tout ça est capté dans la plateforme et on peut donc réutiliser ça et améliorer ces processus-là. Donc, c'est plus fait ad hoc sur un coin de table. Donc, ça, c'est des bénéfices importants pour la virtualisation du processus complet et non pas juste les tests virtuels, mais d'aller plus loin avec le processus au complet. Et un des exemples probants, en fait, une des industries qui utilise quand même avec succès cette méthode-là, qui a digitalisé beaucoup leur processus de développement de produits, c'est l'industrie des véhicules électriques. Donc, on sait que, par exemple, Tesla, que vous voyez ici à gauche, est une entreprise qui a quand même changé drastiquement les processus de développement de produits. Ils ont développé des véhicules, des nouvelles plateformes de véhicules assez rapidement. Donc, c'est assez les précurseurs à ce niveau-là. Ben, eux, ils ont vraiment développé leurs véhicules basés sur une plateforme digitale comme ça pour vraiment optimiser le développement de leurs produits. Et évidemment, cette idée-là a fait des petits, je vous dirais, et toutes les entreprises que vous voyez à l'écran maintenant, ce sont toutes des entreprises dans le véhicule électrique qui utilisent vraiment une plateforme digitale de développement de produits qui est connectée. Et puis, dans le fond, le point commun de ces entreprises-là, c'est que c'est toutes des entreprises qui sont relativement jeunes, mais qui ont rapidement apporté des nouveaux concepts de véhicules innovateurs assez complexes parce que c'est électrique, c'est des véhicules autonomes. Donc, ils ont vraiment développé des véhicules beaucoup plus rapidement que les grands de l'automobile aujourd'hui font. Et c'est assez intéressant. Et un des facilitateurs pour ça, c'est vraiment d'avoir des technologies qui leur permettent de développer ça de façon rapidement. Un des exemples qu'on peut regarder, par exemple, à ce niveau-là, plus en détail, c'est l'entreprise Canoo, qui est basée en Californie. Cette entreprise-là, dans le fond, vous voyez sur la photo les employés d'entreprise. Ils sont environ 200 aujourd'hui, je pense. Donc, c'est une entreprise qui est partie de zéro et qui a développé le concept de véhicule que vous voyez là en 19 mois seulement. C'est un véhicule électrique qui va devenir autonome assez rapidement. Ils sont actuellement semi-autonomes. Et puis, c'est incroyable la rapidité qu'ils ont fait pour développer le véhicule de zéro, un nouveau concept, la R&D et tout ça. Et puis, ils prévoient, dans le fond, mettre en marché ces véhicules-là en 2021. L'entreprise a été fondée seulement en 2017. Donc, vous voyez le quote en bas du président, là, si vous voulez créer de l'innovation, ça prend une plateforme digitale qui va suivre pour enlever toutes les frictions dans le développement de produits. Un autre exemple dans le domaine des véhicules électriques, en fait, c'est l'entreprise Spark Racing qui fabrique des véhicules de Formule E, dans le fond, la course. Donc, dans ce circuit-là, toutes les écuries utilisent le même véhicule, en fait. Chaque écurie peut changer la motorisation et les contrôles, mais le véhicule en soi, le châssis, la suspension, c'est le même pour tout le monde. Et c'est cette entreprise-là qui les fabrique, les design et les fabrique. Et vous voyez, c'est une entreprise qui a, dans le fond, moins de 40 employés, c'est une petite entreprise qui ont réussi à développer de façon très rapide un véhicule très complexe. Puis, comme c'est spécifié en bas, là, pour faire un succès de ce projet-là, ça nous prend des outils qui suivent, en fait, l'innovation qu'on veut faire. Puis, de façon agile, ils ont réussi à développer un véhicule comme ça et faire des tests virtuels. Donc, vous comprenez qu'eux, ils n'ont pas fabriqué 60 véhicules de tests pour valider leur véhicule. Ils n'ont pas le temps. La course automobile, comme vous savez, c'est un domaine de développement très rapide. Donc, c'est un autre bel exemple des bénéfices qu'on peut avoir quand on utilise une plateforme de la bonne façon. Maintenant, j'ai un autre exemple que je pourrais partager qui n'est pas vraiment dans le domaine des véhicules électriques, mais c'est local. En fait, c'est l'entreprise SNC-Lavalin qui ils ont publié, eux, en fait, de façon assez claire, leur vision, en fait, au niveau de la digitalisation là, de leur processus de développement de produits. Évidemment, eux sont dans l'industrie du bâtiment et des infrastructures. Donc, ils ont leur procédé qu'ils appellent le BLM là, pour le Building Lifecycle Management. Et comme vous voyez, ils reprennent un peu les thèmes qu'on a parlé aujourd'hui. Dans le fond, ils veulent vraiment
partir des 2D et des dessins 3D, en fait, et en revoyant les processus et tout ça, dans le fond, amener ça sur une seule plateforme de base de données, ce qui est écrit ici comme Common Data Environment, d'avoir une seule source d'information, donc une base de données que tout le monde peut contribuer et accéder de façon facile. Et puis, faire vraiment l'optimisation, l'automatisation des processus de design 3D, dans le fond, pour essayer d'accélérer le développement, même aller jusqu'à la validation virtuelle de la construction, en fait, pour vérifier, pour prévoir s'il va y avoir des problèmes de construction, optimiser la séquence de construction. Donc, dans le fond, un modèle comme ça, digital, permet de faire ça. Puis, eux, en fait, ils ajoutent une autre étape à la fin où ils veulent même faire le suivi, en fait, de leur infrastructure ou leur bâtiment en temps réel pour nourrir les données dans le modèle virtuel pour faire ce qu'ils appellent un peu un digital twin et apprendre un peu de ce qui se passe au niveau des données, de l'utilisation, le vieillissement de leur infrastructure et tout ça. Donc, ils veulent aller plus loin aussi avec ça. Donc, c'est un autre exemple quand même qui illustre d'une autre façon les bénéfices d'aller vers une plateforme digitale dans le futur pour pouvoir numériser en fait toutes nos informations et gérer le contenu d'une meilleure façon. Donc, en conclusion, dans le fond, on a vu avec l'exemple des voitures électriques, par exemple Canoo, Spark, c'est quoi les bénéfices en fait? C'est une preuve des bénéfices d'utiliser une plateforme digitale qui va permettre d'enlever les frictions dans le développement de produits et de vraiment d'accélérer le développement. Évidemment, l'idée d'avoir une plateforme centralisée avec l'information au centre, ça nous permet d'éviter les spaghettis, je dirais, de communication qu'on voit à gauche et le travail en silo. On a aussi vu, en fait, avec les exemples de prototypage virtuel, autant des plus petits exemples où le processus en soi de design a été altéré pour être accéléré, jusqu'au niveau de Undone, en fait, où on a fait des simulations plus complexes, mais de façon très réaliste. Donc, vous pouvez voir l'étendue de ce que le prototypage virtuel peut faire et c'est quoi les avantages concurrentiels que ça vous apporte. Et finalement, dans le fond, si on va faire de l'innovation, ce qui, on pense, est très, très important aujourd'hui, dans le fond, si on va améliorer les performances comme ils ont fait dans le cas des arrêts au puits, les 3 piliers, c'est de faire l'amélioration à la fois des ressources, des processus et des technologies qui vont permettre, en fait, de mettre en place des nouvelles méthodes qui vont vraiment nous permettre de faire des gains de performance importants. Donc, pour nous, ça complète la présentation. Je vous remercie de votre attention. Parfait, merci, merci beaucoup Mathieu. Donc, on va pouvoir passer à la période de questions. Donc, je vous invite à continuer à poser vos questions en ligne sur la plateforme pendant qu'on traite ces questions. Donc, premièrement, Mathieu, tu as présenté le concept de plateforme digitale d'ingénierie. Quelqu'un nous demande, est-ce que ces plateformes sont abordables pour des PME, pour les internaliser, ou est-ce que c'est recommandé en raison du coût de faire appel à des sous-traitants externes? Oui, en fait, c'est abordable. En fait, les exemples dans le domaine des véhicules électriques, c'est assez probant. Les entreprises qui ont démarré comme Spark, Canoo, c'est des entreprises qui ont démarré au départ une petite équipe de 10 personnes, puis déjà au temps zéro, ils ont démarré avec ces plateformes digitales-là. Donc, c'est des plateformes qui sont faites, on dit en anglais scalable, donc c'est comme on peut y aller étape par étape. Évidemment, l'idée, la vision à long terme, c'est d'avoir tous les processus intégrés, mais on peut y aller un processus à la fois. On peut démarrer avec tout ce qui est design, rajouter la simulation, rajouter les gestions de changement, donc dépendamment des besoins de l'entreprise. Mais effectivement, oui, on peut partir petit et, dans le fond, grossir avec le temps et grossir avec l'entreprise, ce qui est important. Et un autre aspect qui est intéressant, c'est que, évidemment, ça prend une structure, une infrastructure en arrière pour supporter ça, parce que si on veut une base de données uniformisée avec des accès pour les gens, évidemment, vous comprenez qu'il y a une infrastructure de base logicielle en arrière, mais le fait que c'est disponible aussi dans le cloud, c'est une des façons qui rend ça assez abordable au départ parce qu'on n'a pas besoin, les entreprises n'ont pas besoin d'investir des grosses sommes d'argent pour faire une infrastructure logicielle, réseau, serveur pour démarrer au temps zéro. Ils peuvent démarrer en fait dans le cloud. Et là, dans le fond, pour eux, c'est quasiment du plug and play. On commence tranquillement et toute la gestion de l'infrastructure serveur est gérée dans le cloud. Donc ça c'est un autre facteur qui fait qu'effectivement, c'est abordable et on est capable de utiliser ça même pour des entreprises en démarrage, en fait. D'accord, parfait. Puis est-ce que justement pour des entreprises qui voudraient franchir le cap,
Est-ce qu'il y a des programmes de financement ou de subventions disponibles justement pour ce genre d'investissement? Est-ce que c'est couvert par les différents programmes ou les subventions à la R&D traditionnelles, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de pouvoir avoir des ressources pour s'équiper? Oui, oui, il y a des subventions qui existent aussi pour ça. Même, il y a des financements et des subventions. En fait, il y a un site web qui s'appelle Innovation Canada, qui est un bon guichet unique, en fait, qui présente tous les programmes gouvernementaux de subvention au niveau du 4.0 ou de la digitalisation. Donc, il faut aller fouiller là-dedans. Il y a certainement des programmes qui existent au niveau fédéral ou au provincial. Et il y a aussi des programmes de financement. En fait, c'est certain, comme des entreprises comme la BDC, entre autres, ils ont un programme de financement des technologies où ils peuvent financer à la fois l'ordinateur, donc le hardware, le logiciel et même des services d'implémentation. Donc, oui, il y a des solutions là-dedans. On vous invite à nous communiquer, mais on connaît des programmes qui peuvent faciliter vraiment l'accès à ces technologies-là. Parfait. Puis, si j'invite les participants qui souhaitent avoir les coordonnées de Mathieu à communiquer avec nous, là, on pourra vous mettre en contact avec Mathieu et son équipe. Là, il y a aucun problème. Parfait. Une autre question qu'on nous a posée. Excusez-moi, j'ai perdu mon onglet de questions. C'est quoi les principaux fournisseurs? Est-ce que c'est des fournisseurs traditionnels de plateformes? Quels sont les principaux fournisseurs de ce genre d'outils? Pour la plateforme digitale, en fait, qui intègre tout le processus de développement, nous, la plateforme avec laquelle on travaille, c'est la plateforme de Dassault Systèmes, en fait, qui s'appelle 3D Experience, qui inclut, en fait, tout ce qui est ingénierie, là, conception, simulation et tout ce qui est des fonctions de gestion de projet. Donc, nous, c'est avec la plateforme à laquelle on travaille, en fait, qui utilise, en fait, tous les exemples qu'on vous a donnés au niveau des véhicules électriques, entre autres, c'est avec cette plateforme-là. Donc, c'est principalement elle que nous, on utilise et qu'on positionne chez nos clients. D'accord. Puis, dernière question qu'on nous a posée. Donc, au niveau de l'implémentation de ces technologies de virtualisation, si on veut franchir le cap, qu'est-ce que vous recommandez? C'est quoi le temps nécessaire pour implanter ce genre de pratique? Est-ce qu'il vaut mieux le faire dans le cadre d'un processus d'un nouveau produit, ou plutôt se faire la main avec un produit existant pour implanter ces nouveaux outils, ces nouvelles façons de faire? C'est une question. Dans le fond, nous, la façon qu'on approche ça souvent avec les clients, c'est qu'on va toujours débuter avec une petite consultation au départ pour aller voir, en fait, faire une évaluation de c'est quoi la situation actuelle, qu'est-ce que les gens veulent faire, c'est quoi leur processus actuel et vers où ils voudraient aller. Dans le fond, on fait une espèce d'analyse de où vous êtes, où vous voulez aller. Et après ça, on peut faire des stratégies vraiment. Ça dépend vraiment des entreprises. Ça peut être vraiment ponctuel sur des plus petits projets au départ pour faire des preuves de ce que ça peut donner. Puis, ça peut être sur un nouveau produit. Dans le fond, il y a plusieurs options. Nous, vraiment, en regardant avec une première consultation, on peut vraiment adresser, voir un peu c'est quoi le portrait, puis recommander la meilleure approche pour réduire les risques et s'assurer que ce soit une implémentation réussie. Donc, c'est un peu du cas par cas, ma réponse. D'accord. Et est-ce qu'en ces temps de confinement, est-ce que ces plateformes sont accessibles pour le travail à distance, justement, puis la collaboration à distance pour que les ingénieurs ou les concepteurs puissent travailler dans le confort de leur sous-sol ou de leur chalet? Oui, en fait, c'est un des gros bénéfices, en fait. Donc, la collaboration est beaucoup améliorée avec ces plateformes-là. Donc, l'idée là, de séparer, casser les silos et de travailler dans une structure connectée, l'avantage, c'est que, par exemple, sur une plateforme comme ça, les gens qui veulent faire de la modélisation 3D, par exemple, pour développer des produits, plutôt que de s'envoyer des fichiers puis de travailler à la maison, dans le fond, ils ont juste à se connecter. Une fois qu'ils ont, surtout si l'information est dans le cloud, c'est encore plus simple. Il s'agit de se connecter un peu comme les gens se connectent sur Google Doc, dans le fond. On se connecte et l'information est dans le cloud et on peut travailler en faisant de la modélisation ou toutes les autres processus, les autres fonctions qui sont impliquées dans le développement de produits. Donc, oui, effectivement. Et en faisant ça, le fait qu'on soit connecté sur une plateforme, on modifie pas un fichier qu'on va retourner, mais plutôt on travaille directement dans la base de données. Donc, la base de données est modifiée et est tenue à jour toujours. Donc, dans le fond, c'est un des grands bénéfices, c'est que la collaboration à distance est possible et facilitée. Donc, là où la personne est physiquement n'a pas vraiment d'importance.
D'accord. Une dernière question qu'on nous pose, la question sacrée, combien ça coûte de virtualiser son ingénierie? Est-ce que tu as un ordre de grandeur, une fourchette ou une idée à nous donner là du coût que représente ce genre d'effort-là? Oui, c'est très difficile à répondre parce que c'est vraiment du cas par cas, dans le fond, et je n'essaie pas d'éviter de répondre, dans le fond, c'est que comme il faut qu'on modifie les processus, il faut qu'on modifie donc l'aspect des coûts au niveau des logiciels en soi, dans le fond, donc de la plateforme. Après ça, comme j'ai dit, c'est très scalable. On peut y aller fonction par fonction et il faut aussi modifier les processus. Donc, il faut vraiment faire une évaluation de l'entreprise, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on veut changer à ce moment-là. Puis après ça, faire une évaluation du retour sur l'investissement pour les entreprises. Donc, je n'ai pas vraiment une question que je peux répondre de façon précise, mais vous voyez les entreprises dans le domaine des véhicules électriques qui sont des entreprises en démarrage, des startups qui ont démarré et à mesure que l'entreprise grossit, donc ils ajoutent des fonctions, des choses comme ça. Donc, ils ajoutent des personnes sur la plateforme. Donc, c'est très, très scalable. Donc, si c'est possible pour des entreprises en démarrage, je pense que c'est possible pour la plupart des entreprises. Le retour sur investissement est intéressant, c'est certain. D'accord. Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup, Mathieu, pour cette bonne présentation. Ça fait le tour des questions qu'on avait aujourd'hui. On termine avec un peu d'avance. C'est magnifique. Merci beaucoup, donc, Mathieu et ton équipe, pour avoir préparé ce webinaire. Merci à tous les participants d'avoir été présents. Sachez que cette présentation a été enregistrée. Donc, vous allez pouvoir y avoir accès. La vidéo va vous être transmise pour les membres de Propulsion Québec. Sachez que les vidéos de l'ensemble des webinaires vont être disponibles sur le forum du portail de Propulsion Québec qui est accessible aux membres. Donc, vous pourrez la visionner et la partager avec vos collègues dans le futur. Je vous invite, Mathieu, d'ailleurs, si tu peux mettre la prochaine page, je vous invite tous pour notre prochain webinaire qui aura lieu donc la semaine prochaine, mardi. Mathieu a fait déjà allusion à la VDC et à EQ dans sa présentation au niveau des outils de financement. Justement, vous aurez une présentation par deux experts de la BDC et d'Investissement Québec qui vont présenter les différents outils financiers qui existent, les différents produits financiers qui existent dans leurs deux organisations pour vous aider en fait à reprendre vos activités, à relancer vos activités et à saisir toutes les occasions qui s'en viennent. Puis aussi, quelles sont les stratégies à suivre et à mettre en place pour profiter de ces différents outils. Donc, quels outils sont préconisés à utiliser en premier? Quels sont ceux qu'il vaut mieux garder pour plus tard lorsqu'on aura une certaine taille critique? Donc, ça ne sera pas juste, je vous rassure, une présentation de bête et méchante des informations que vous pouvez trouver sur leur site web. Il y aura vraiment une discussion, puis vous pourrez poser. Le format permettra une discussion aussi ouverte à travers vos questions, à travers des échanges plus fréquents. Donc, n'hésitez pas. C'est un bon moyen si vous posez des questions sur ce que ces deux organisations financières peuvent vous offrir comme produit. Donc, vous aurez l'occasion de leur poser toutes ces questions. Donc, le mardi 26 mai, 10h11, vous suffit d'aller sur le site de propulsionquebec.com et d'aller dans la rubrique événements, tous les webinaires. Et là, vous avez la liste de nos différents webinaires. Merci beaucoup. Merci encore à Mathieu. Merci à l'équipe d'Optimec. Puis, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et de pouvoir profiter enfin de l'été qui s'en vient. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, Victor.